J'étais très surpris tout à l'heure lorsque M. Dreiss a montré le développement métropolitain de Francfort. Et la première image montrait la grande forêt devant la silhouette de la ville de Francfort. Et il faut dire que cela se base sur Charlemagne. Ça date de l'époque de Charlemagne, puisqu'il avait donc mis une forêt à Francfort qui allait de Bad Vilbel jusqu'à Lorch, jusqu'au cloître de Lorch. Et ce qui est intéressant, c'est que cette forêt a été transformée en ceinture verte de Francfort, parce que la ceinture verte est une assurance donc pour maintenir ces espaces verts autour de Francfort. Et c'est un aspect intéressant de l'histoire. En ce qui concerne les immeubles de grande hauteur, nous abordons un autre sujet. Francfort, sur le Main, a, depuis les années 20, depuis 1920, était donc déjà précurseur dans la construction d'immeubles de grande hauteur. Et sont dans les années 20 que les premiers immeubles de grande hauteur ont été conçus à Francfort. Vous connaissez sûrement le journaliste et écrivain Siegfried Kracauer, qui a émigré aux États-Unis. Il a écrit beaucoup d'articles sur les années folles, les années 20 et les gratte-ciels de Francfort. Et c'est depuis ce temps que l'immeuble de grande hauteur est un sujet important abordé à Francfort. Et si vous voyez cette silhouette urbaine, il s'agit de la nouvelle identité de Francfort. Francfort n'est plus une ville donc des tours uniques, comme on le voit donc à Strasbourg encore avec la cathédrale, l'église Saint-Thomas, parce que Francfort est maintenant une ville de gratte-ciel. Et cette silhouette, avec la montagne du Taunus derrière et la ville et le Main, sont essentiels pour la ville. En mai 1981, nous avons établi un nouveau plan de développement des immeubles de grande hauteur. Il s'agissait de répondre à la question suivante: comment peut-on planifier de nouvelles tours à l'avenir à Francfort et quelles seront les conséquences urbanistiques? Comment faut-il les intégrer dans la ville, dans les quartiers de la ville et dans le fonctionnement de la ville? Comment peut-on éviter la spéculation? Toutes ces questions ont été des questions qui se sont posées lors de l'élaboration de ce plan. Si l'on regarde l'histoire donc d'après-guerre, après les années 20, à partir de la reconstruction, parce que Francfort a été pratiquement entièrement détruite lors de la Deuxième Guerre mondiale, on peut à ce moment-là constater que les publications sur Francfort prenaient toujours en compte la tour comme symbole sur leur page de garde. Et cela commence dans les années 50 du siècle dernier et va jusque dans les années 90. Et cette histoire couronnée de succès de l'immeuble de grande hauteur a été couronnée pratiquement en 2006 lors de la Coupe du monde de football, où ces immeubles ont été pris en tant que coulisses pour un grand son et lumière. L'on a montré des films artistiques et des films sportifs sur les façades donc, des immeubles de grande hauteur. Les immeubles de grande hauteur sont acceptés à Francfort. Cela n'a pas toujours été le cas. Aujourd'hui, tous les 4 ans, nous fêtons le festival des gratte-ciel. Il y a des centaines de milliers de personnes qui viennent à Francfort pour fêter les gratte-ciel. À Francfort, on décerne donc le prix international des gratte-ciel. Et il y a des gratte-ciel qui ont eu le prix Pritzker, qui ont été construits à Francfort.
comme ici la tour de Rothschild, à droite. C'est une tour d'habitation. Les immeubles de grande hauteur ont commencé à être érigés à partir des années 20 et deviennent donc un sujet. On voit ici de la vue aérienne. À partir du moment où l'on avait donc l'avion, on voit bien sûr la ville dans une toute autre perspective. Cela a commencé déjà avec le Zeppelin et avec les montgolfières, avec les dirigeables. Et tout à coup, on voit la ville à partir des avions. Et donc, il y a donc Raleigh à gauche qui a donc peint cette image, et à droite, vous voyez donc la couverture du livre de Corbusier qui a pour titre l'Aircraft, qui a été publié à Londres. Et en haut, vous voyez les projets de Da Costa pour Brasilia. On voit que l'avion a un lien avec l'urbanisme. Et c'est une toute nouvelle situation de pouvoir percevoir la ville à partir des vues aériennes. C'est tout à fait différent que ce qui existait il y a 400-500 ans lorsqu'on voit le plan Mériane, où Francfort était une ville où l'on voyait donc les clochers. Aujourd'hui, après la destruction de la guerre, Francfort est devenu une ville donc des immeubles de grande hauteur. Francfort a trouvé une nouvelle identité, a créé une nouvelle image de la ville grâce à ces tours. Et cela trouve ses racines, bien sûr, aux États-Unis, où l'immeuble de grande hauteur a été créé. Si vous pensez au centre Rockefeller, c'est devenu donc la partie intégrante d'une ville. Et depuis les années 50, les gratte-ciels sont devenus essentiels à Francfort. Pensons au Corbusier avec ses plans pour Paris et son voyage aux États-Unis. Et on voit comment il a esquissé la silhouette donc des gratte-ciels de New York et comment il a réagi avec son langage dans ses propres projets. Mais revenons à Francfort lors des années 20 et nous voyons ici les premières tours qui sont apparues lors de l'expressionnisme dans les années 20 par des architectes. Par exemple, un immeuble de Martin Elsässer, que vous connaissez peut-être parce qu'il a conçu le marché couvert, ou de Max Stout, qui a fait la maison des syndicats. Et à l'époque, un immeuble de 9 à 12 étages était considéré comme un immeuble de grande hauteur. Voilà donc un bâtiment expressionniste Pockenhuber. Et ensuite, nous passons à la grande phase après la Deuxième Guerre mondiale. Dès 1947, il y a eu un concours à Francfort pour réaménager donc le trafic à Francfort, et donc on a conçu donc on a mis des dominantes urbanistiques donc à des croisements importants, et c'est là qu'on a commencé à construire des immeubles de grande hauteur, par exemple dans les années 50. Et le premier plan concernant les immeubles de grande hauteur a été développé en 1950. Le long des fortifications, on a donc implanté les premiers IGH à Francfort. Et dans les années 60, il y a eu une planification de Pakema et Flankenburg des Pays-Bas qui ont développé sur la base de la théorie de la densification des réseaux de trafic, et ils ont mis des bandes densifiées donc le long de ces rues. Et c'est sur la base de ce plan qu'a été développé le fameux plan en forme de main
qui a été conçu donc à Francfort. Donc on a prévu donc des zones pour l'implantation d'immeubles de grande hauteur. Et ce plan en forme de main n'était pas très précis parce qu'il n'était pas relié à une planification, à un aménagement urbanistique précis, si bien que tout était ouvert à la spéculation. Il y a des investisseurs qui ont acheté des terrains partout. Chaque fois où le plan en forme de main a indiqué des parcelles, l'on a commencé à acheter ces parcelles, ce qui a fait que Francfort a été pratiquement détruit. Notre ancien ministre des Affaires extérieures, Joschka Fischer, a lui-même manifesté contre ce plan et il a manifesté pour maintenir des bâtiments historiques. Mais sur la base de ce premier plan en forme de main a été développé donc le premier plan d'aménagement qui a régulé un petit peu les choses, et dans les années 70 ont été conçus donc les plans suivants pour les immeubles de grande hauteur, et on a commencé à avoir une silhouette de la ville. Voilà un plan de 1973 sous le conseiller municipal Adrian. Et ensuite, c'est Albert Speer qui a proposé un autre plan qui, le long des voies de circulation, a repris un petit peu le plan en forme de main, et c'est donc le plan Speer qui en résultait. Et il a proposé donc le long de certaines rues de prévoir des zones densifiées, donc pour des constructions densifiées, et il a prévu donc des constructions le long de la route de Mayence. Et dans les années 90, on a commencé à densifier le quartier des banques. Et tous ces plans ont montré que petit à petit, pas à pas, il y a eu donc le développement de la ville de Francfort. Et lorsque, en 1998, on nous a mandaté pour développer le premier plan des immeubles de grande hauteur, nous avons fait une analyse historique que je viens de vous présenter. Et c'est sur la base de cette analyse historique que nous avons constaté ce que vous voyez ici, à savoir que toutes les surfaces qui, entre 1953 jusqu'en 1998, ont été prévues pour donc des immeubles de grande hauteur. C'était des surfaces énormes qu'on n'a pas pu utiliser toutes. Et il y a autre chose qui résulte de ce plan, à savoir que tous les 8 à 10 ans, ces plans ont été réactualisés et révisés. Il y avait donc un rythme de modification relativement rapide qui montrait bien quel était le besoin qui existait pour développer des projets d'immeubles de grande hauteur. En 1998, il y a 2 friches industrielles ou des friches donc, qui ont été à la disposition, donc la gare de triage au nord et la gare centrale au sud. Et les deux, vous voyez donc ces friches en brun, étaient des genres de barrières donc, par rapport à l'urbanisme. Et donc on se posait la question comment concevoir donc ces friches, et c'est sur ce que nous avons donc fait le nouveau plan avec la question suivante. Vous connaissez cela de Stuttgart 21. Il y avait également donc un projet Francfort 21, et on se demandait si l'on peut enfouir donc la gare centrale. Et Kerkanen et Mark ont fait un projet. Et cette gare splendide du 19e siècle était réaménagée de telle façon que l'on descendrait donc les voies à moins 24 mètres et que cela passerait par un tunnel sous la ville. Donc ce projet n'a pas pu aboutir à cause des coûts. On n'a pas suivi donc ce projet. Et ensuite a commencé une nouvelle discussion pour savoir comment donc réviser et revoir donc un nouveau plan
d'immeubles de grande hauteur. Une autre question, c'était la monofonctionnalité, parce que il y avait beaucoup d'immeubles qui n'étaient que des immeubles de bureaux. Et donc le livre Rem Koolhaas sur Delirious New York était très intéressant avec son analyse des gratte-ciels aux États-Unis, où l'on trouve des gratte-ciels hybrides qui proposent plusieurs fonctions. Lorsqu'on voit ici ce bâtiment de Boston, où il y a donc un immeuble de bureau, ou lorsqu'on pense à Milan, au Torre Velasca, où nous avons une tour donc, de bureau qui se termine par des étages d'habitation. Donc on voit comment des structures hybrides peuvent se développer. Un autre sujet, lorsqu'on regarde ce qui se passe en Europe, est de constater une chose intéressante, justement à Paris, où l'on réfléchit beaucoup concernant donc des immeubles de grande hauteur, d'habitation. Vous avez l'un des plus beaux immeubles d'Europe, donc cette tour des années 50, j'espère qu'elle est placée sous patrimoine. C'est un bâtiment extraordinaire qui est comparable à la tour du Dôme, mais qui a été construite beaucoup plus tard. Il faudrait vraiment mettre cette tour sous patrimoine, sous protection du patrimoine. Et à Paris, on a toute une ceinture de tours d'habitation, et c'est ce qui a un petit peu inspiré aussi les discussions de Francfort. À Londres, on a construit des groupes d'immeubles et on a attiré l'attention là-dessus pour garantir que d'autres quartiers ne soient pas touchés. À Boston, on a construit des immeubles de grande hauteur autour de quartiers historiques qu'on a maintenus et préservés. Et les quartiers d'immeubles de grande hauteur ont été prévus de telle façon qu'ils ne détruisent pas les quartiers historiques. Voilà donc des questions auxquelles il faut réfléchir lorsqu'on prévoit donc un plan concernant les immeubles de grande hauteur. Voilà un plan de 1898. Donc il y a 3 points essentiels à Francfort que vous pouvez voir ici. On a ici le quartier des banques, où traditionnellement se sont installées donc les banques à Francfort. Le deuxième point, c'est le quartier d'exposition, où l'on a également la tour de Jan et Murphy qui a déjà mis un accent. Et il y a un autre quartier donc d'immeubles de grande hauteur près de la gare centrale. Et donc cette proposition donc de faire des groupes d'immeubles était vraiment la base de notre premier plan d'immeubles de grande hauteur. Nous ne voulions pas éparpiller donc les immeubles de grande hauteur dans toute la ville, mais nous voulions les regrouper dans des clusters. Comme à Boston, nous voulions préserver la ville historique et ne pas y mettre d'immeubles de grande hauteur. Et ces immeubles de grande hauteur, nous les avons prévus dans des quartiers où il y avait déjà l'amorce de tours qui ont été construites et où nous voulions densifier. Et donc, dans ce premier plan, en 1998, nous avons donc prévu et proposé 3 clusters d'immeubles de grande hauteur. Je vais vous montrer un de ces groupes d'immeubles. Plus particulièrement, on n'a pas seulement prévu donc des lieux d'implantation pour ces immeubles, mais on a intégré ces immeubles dans le quartier de telle façon que l'on a complètement repris les moyens de transport et les chemins piétonniers. On se demandait vraiment où il était judicieux de mettre de nouvelles pistes cyclables, de nouveaux trottoirs pour les piétons, de nouvelles places.
et de nouveaux espaces verts. Donc, il fallait prendre en compte l'environnement lorsque l'on prévoit donc ces immeubles. Il fallait également avoir donc une mixité avec 30% d'habitation. Il fallait prévoir que le socle des immeubles puisse accueillir des magasins ou offrir des services et que les bords d'immeubles, près donc des fortifications, on puisse y avoir des cafés, des restaurants et que dans les cours intérieures qui existent maintenant, il y ait des endroits très vivants qui soient donc prévus. Et donc c'est ainsi que nous avons continué à développer donc ce plan d'immeubles à grande hauteur. Et vous pouvez donc ainsi voir donc en blanc les nouveaux immeubles et tels qui sont intégrés le long des fortifications. Et là, on voit donc un extrait plus important donc du grand modèle de la ville où l'on reconnaît donc les différents groupes d'immeubles près du quartier des expositions ou à la gare centrale. Et l'on voit que ces clusters apportent une densification donc de la ville, avec également donc des zones d'habitation. Et on va relier donc tout ce tissu urbain du nord vers le sud, et cela va être prolongé jusqu'aux mains. Voilà donc le cluster donc dans le quartier des expositions, avec également donc des immeubles de grande hauteur, et les réflexions concernant les différentes hauteurs des immeubles ont également amené à ce genre de projet. Et il fallait également que en haut des immeubles il y ait donc des restaurants et que le public puisse aller jusqu'en haut des tours. Vous voyez donc ici des extraits de ce concept, et un point très important, c'était de prendre en compte l'effet donc de ces immeubles de grande hauteur sur l'espace public. Est-ce qu'il va y avoir donc des problèmes climatiques? Est-ce que le microclimat de la ville va être influencé par ces immeubles, ou est-ce que ces immeubles vont avoir des effets d'ombrage sur les places publiques, par exemple? Et donc, nous avons fait des études de l'effet d'ombrage pour réguler la hauteur des immeubles de telle façon que les parcs publics, les places publiques ne soient pas soumis à des effets néfastes d'ombrage, afin qu'il n'y ait pas des inconvénients sociaux concernant l'utilisation publique donc, de l'espace. En 1998, ce plan a été discuté dans la presse, et on se demandait toujours quelles sont les tours qui vont être construites. En 1998, nous avons établi ce plan et nous avions prévu 18 emplacements donc pour des clusters. Mais comme le projet Francfort 21 n'a pas pu être réalisé, il y a 6 lieux d'implantation qui n'ont plus été considérés. Il en restait 12, mais nous avions repris 16 autres lieux d'emplacement qui avaient déjà le droit de construction. Et donc la presse disait, mais que se passe-t-il donc avec ce nouveau plan? On ne commence pas à construire. Et ce qui était intéressant, c'est que tous les 16 lieux d'implantation qui avaient déjà un droit d'aménagement ont commencé à être construits entre 1998 et 2008. Donc il y a eu une activité de construction très intense sur ces 16 lieux d'implantation qui avaient leur autorisation. S'y sont rajoutés de nouveaux lieux d'implantation, l'implantation de la Banque centrale européenne qui est prévue donc par une agence d'architectes autrichienne. Donc on voit tout près donc du marché couvert. Et ce qui est intéressant, lorsqu'on voit donc ce plan en 2011,
que les premiers lieux d'implantation ont vu des constructions d'immeubles qui étaient prévues à partir de 1998. Il y a un immeuble qui est achevé et d'autres qui sont en cours de construction. Et cela montre bien qu'une ville comme Francfort a besoin d'un potentiel, qu'elle puisse être mise à disposition des investisseurs et des utilisateurs. Les utilisateurs possibles doivent avoir le choix entre des lieux d'implantation différents et entre des tailles d'immeubles différents. Et c'est pour cette raison qu'il c'était judicieux d'avoir de faire une révision du plan d'immeubles de grande hauteur en 1998. En 2008, il y a eu de nouveau une proposition de 16 lieux d'implantation, si bien que nous avons maintenant à Francfort de presque 30 lieux d'implantation qui sont en discussion. Il y a des concours qui sont organisés et l'on prépare de nouveaux immeubles de grande hauteur. Dans le quartier des banques, il y a eu une densification et ici également, il y a eu des concours d'architecture dans la vieille ville où jusqu'à présent, il y avait une très grande parcelle qui n'était pas utilisable par les habitants. Et on a fait de cette parcelle prévu de nouveaux chemins piétonniers, de nouvelles rues. Et cette parcelle est préparée. Il y a des démolitions qui ont commencé. Et au cours des 3-4 prochaines années, il y aura 3 nouveaux immeubles de grande hauteur qui vont être construits. Il en va de même dans le quartier du parc des expositions. Il y a eu de nouveaux immeubles qui sont prévus. Il y a eu des achats de parcelles et il y aura donc de nouveaux immeubles. On réfléchit même de mettre un immeuble à côté d'une église, d'intégrer l'église Saint-Mathieu. Et à la gare centrale, on réfléchit pour prévoir une gare de bus et un grand supermarché pour intégrer cela dans le quartier de la gare centrale. Donc vous voyez qu'il y a un développement très actif dans la ville. Et ce qui est nouveau dans le plan 2008, c'est la question de la densification de la vieille ville, du centre-ville, par des immeubles de grande hauteur. Il y a donc de nouveaux lieux d'implantation où, dans le tissu urbain, peuvent être prévus des immeubles de grande hauteur. Ce sont donc ces points rouges où l'on prévoit une densification de la vieille ville, du centre-ville. Et donc, il y a donc ces exemples de Béniche à Hambourg ou de Corée du Sud, où l'élément vertical vert est intégré dans les immeubles de grande hauteur. Et il s'agira donc d'une nouvelle génération d'immeubles de grande hauteur, d'habitation dans les villes et dans les centres-villes. Merci de votre attention. Merci bien, M. Jourdan. Là. Donc j'invite M. Dressé et puis Alfred Peter à venir autour de la table pour poursuivre la discussion. Une précision, peut-être M. Jourdan, que vous n'avez pas apportée, sur la hauteur de ces bâtiments. Un bâtiment de grande hauteur à Francfort, il démarre à combien de mètres à peu près? Et aujourd'hui, quelles sont les plus hautes constructions que l'on retrouve à Francfort? D'après le droit de construction allemand, une tour commence à 22 mètres. Bon, ce n'est pas beaucoup.
Si on parle de tours qui prennent l'importance pour la silhouette d'une ville, cela dépend bien sûr de la ville en question. Dans une petite ville, une tour qui fait 60 mètres peut déjà avoir un impact néfaste. À Francfort, Francfort est devenue une ville de tours avec vraiment une skyline, avec une silhouette propre. Lorsque les tours ont dépassé les 90, les 120, les 150, 250 mètres. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas fixer la hauteur des tours. Il faut leur laisser en quelque sorte la possibilité individuelle d'agir sur la silhouette.